Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à notre table ronde intitulée Countdown pour le Brexit. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du cycle Europe, organisé par la Maison Heinrich Heine et l'Université franco-allemande, présidée par M. David Capitan, professeur Capitan, qui animera la soirée. C'est aujourd'hui la 5e conférence tenue dans le cadre de ce cycle consacré à l'Europe. Countdown pour le Brexit ou compte à rebours pour le Brexit, ce titre évocateur rappelle que le Brexit, avec ou sans accord, et à moins d'un report improbable, sera effectif le 29 mars 2019, soit 2 ans jour pour jour après l'invocation par le Royaume-Uni du fameux article 50 du traité de Lisbonne. Au vu de l'état des discussions entre le Royaume-Uni et les instances communautaires, l'impression prévaut que les discussions traînent en longueur et que pour respecter la date butoir du 29 mars 2019, le compte à rebours va se transformer pour les négociateurs en course contre la montre, car le vote des parlements britanniques et européens doit intervenir à l'automne 2018. Actuellement, un flou artistique entoure encore la position britannique sur un certain nombre de points majeurs, comme la délicate question de l'appartenance ou non du Royaume-Uni au marché unique ou, à minima, à une union douanière. Cette question est explosive car elle conditionne le rétablissement ou non d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. La première option serait sans conteste de nature à relancer les tensions entre Belfast et Dublin. Du côté français, et à toutes fins utiles, le ministère des Finances planche à la demande de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, sur le scénario d'un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord à la fin mars 2019. En matière d'organisation administrative, pour ne citer qu'elle, le rétablissement des contrôles douaniers avec le Royaume-Uni entraînerait le recrutement en France, c'est ce qu'on dit, de 700 douaniers supplémentaires. Du côté allemand, le contrat de coalition n'accorde qu'une place mineure au Brexit. Les partis de la coalition gouvernementale regrettent le départ du Royaume-Uni et se contentent de faire allusion à la nécessité de rendre l'Allemagne attractive pour le transfert des établissements financiers qui vont quitter la City. Cette retenue s'explique, semble-t-il, par la volonté de Berlin de ne pas interférer dans les négociations conduites par Michel Barnier au nom de la Commission. Pour établir un état des lieux sur le Brexit et l'avancée des discussions, nous avons la chance d'accueillir ce soir d'éminents spécialistes que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. Madame Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Madame Edwige Camp-Pietrin, professeure de civilisation britannique à l'Université de Valenciennes. Monsieur Quentin Peel, journaliste britannique. Il a travaillé entre 1975 et 2014 au Financial Times, où il a assumé diverses fonctions. Depuis 2014, il est Associate Fellow à Chatham House, un prestigieux think tank londonien consacré à la politique internationale. Et enfin, M. Eric Bons, qui nous a rejoint de Bruxelles et qui est politologue, journaliste et auteur du blog en langue allemande Lost in Europe. Nous sommes impatients de les entendre et je donne la parole à M. Capitan. Merci, Madame la directrice, de me donner la parole pour introduire, ou plutôt pour modérer cette nouvelle table ronde, vous l'avez rappelé, qui prend place au sein de cette série qui a été organisée en lien entre la Maison Heinrich Heine et l'Université franco-allemande, 2 institutions franco-allemandes qui s'inscrivent et qui se conçoivent, bien entendu, comme des pièces
au sein de la structure européenne. La question de la place de la France et de l'Allemagne est une question résurgente au sein de la discussion sur l'Europe. Bien entendu, la relation franco-allemande s'inscrit dans le développement d'une Europe commune. Elle en est la base, sans doute pas dans un couple unique. Il doit évidemment être relayé au sein de l'ensemble des États membres. C'est ce qui justifie l'existence de cette série de conférences. Alors, la question du Brexit est une question évidemment extrêmement centrale dans le cadre européen. Le vote du peuple britannique en faveur du Brexit a été, bien entendu, un vote extrêmement surprenant au sein de l'Union européenne. Certains s'en sont félicités, y voyant le début d'une désagrégation d'une Europe dont ils ne veulent pas. D'autres, au contraire, s'en sont félicités parce qu'ils ont considéré que depuis longtemps, les Anglais n'étaient pas les meilleurs des partenaires au sein de l'Union européenne et que finalement, une Union européenne sans les Anglais, c'était peut-être une Union européenne plus facile à faire progresser. Pour beaucoup, cependant, ce vote a été un coup de semonce pour l'aventure européenne. Ça a été le triomphe d'un euroscepticisme dont on n'envisageait pas complètement l'apparition progressive qui s'est manifestée d'ailleurs depuis dans beaucoup d'autres États de l'Union européenne. L'Italie est en train de constituer actuellement un gouvernement anti-système, dit-on, et dans ce caractère anti-système, évidemment, l'opposition à l'Union européenne occupe une place relativement importante. Les élections dans beaucoup de pays de l'Est de l'Union européenne nous le rappellent également, et puis l'élection française, on a un peu tendance à l'oublier parce que nous avons un président de la République très pro-européen, mais a aussi donné évidemment la place, comme en Allemagne, à une augmentation des voix obtenues par les partis eurosceptiques. Cette question du Brexit est désormais, vous l'avez rappelé, en train de se mettre en place progressivement. Les négociations sont en train de se développer. Ce sont beaucoup d'interrogations qui trouvent peut-être progressivement des réponses ou dont, en général, on aperçoit la très grande complexité. Ces questions, elles concernent à la fois l'organisation de l'Union européenne. On a récemment discuté du budget de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est un contributeur net. Alors comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les comptes de l'Union européenne, pour mener des politiques publiques que l'on souhaite ambitieuses? Faut-il d'ailleurs une Europe ambitieuse ou au contraire une Europe un peu sur le retrait pour tracer le chemin futur? Ce sont des questions un peu extérieures. Et puis, bien entendu, ce sont des questions aussi extrêmement complexes qui se posent au sein du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, les résultats d'une union. Est-ce que ce tremblement de terre du Brexit va conduire, ou en tout cas favoriser une certaine désagrégation de l'Union européenne au plan politique, au plan de la structure sociale, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, entre les campagnes et la ville, entre les jeunes et ceux qui sont plus âgés, entre les partis d'un bord et les partis d'un autre? C'est une question évidemment extrêmement complexe. Et comme la négociation s'établit entre l'Union européenne d'une part et le Royaume-Uni d'autre part, l'ensemble de ces effets du Brexit doivent être bien compris pour essayer de voir ce qui va advenir. Alors nous avons la chance de pouvoir, avec le panel nombreux et savant de ce soir, de faire le point sur les différents aspects de cela. Nous allons procéder en donnant la parole successivement. Je me tourne tout d'abord donc vers Pauline Schnapper pour nous dresser peut-être un premier tableau général de cette question et voir de quelle manière nous pouvons l'aborder dans un premier temps. Merci beaucoup à la Maison Heinrich Heine et à sa directrice de m'avoir invité une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de venir. Ce que je vais faire très rapidement, en quelques minutes, c'est simplement vous donner peut-être un état des lieux de la négociation aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, surtout du point de vue britannique, mais sans entrer dans les détails, parce que Quentin Peel entrera dans les détails de la situation politique britannique qui explique dans une large mesure la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc je vais me contenter de vous la dresser très rapidement. Comme l'a dit Christiane tout à l'heure, on est à peu près à mi-chemin de la procédure, puisque le déclenchement de l'article 50 a été fait probablement de façon un petit peu prématurée par Theresa May en mars de l'année dernière. Et l'article 50 prévoit donc une durée de 2 ans
pour négocier les conditions de sortie d'une part et surtout la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On est à mi-chemin donc, on est même au-delà, on est en mai, donc on a dépassé la moitié et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'est pas encore à la moitié des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ? Il y a eu une première étape dans cette négociation qui a été déjà compliquée, à la fois à Bruxelles et sur le plan politique intérieur, mais qui s'est achevée quand même avec un succès en décembre dernier, c'est-à-dire un accord sur la période dite de transition. Alors au Royaume-Uni, il ne faut pas l'appeler transition parce que les Brexiters n'aiment pas, mais en pratique, c'est bien de cela dont il s'agit, une période de transition qui ira donc de la fin mars 2019 à décembre 2020, donc un petit peu moins de 2 ans. Et dans cet accord, donc portant sur cette période, il y a 3 aspects importants qui ont été réglés. Donc ça, c'était déjà un soulagement pour beaucoup. Le premier aspect, c'est l'accord financier. Après que certains, par exemple Boris Johnson, a expliqué qu'on ne donnerait pas un sou à l'Europe pour sortir, il y a eu finalement un accord financier par lequel les Britanniques vont payer progressivement de l'ordre de 40 à 50 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable et évidemment va un peu à l'encontre de la propagande des gens qui voulaient sortir de l'Union européenne et qui expliqueraient que non seulement ça ne coûterait rien, mais ça rapporterait de l'argent. Deuxième point de cet accord de transition, très important aussi, l'accord porte sur les droits des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des résidents britanniques en Europe, et qui, en gros, leur garantit le droit de rester dans les 2 cas. Bon, c'était un peu une évidence, mais il a quand même fallu des mois et des mois de négociations pour en arriver à dire que les Français habitant à Londres et les Britanniques habitant en Dordogne auraient le droit de rester après et conserveraient l'ensemble de leurs droits après le 29 mars 2019. Et enfin, 3e point de ce premier accord, il y a eu une espèce d'accord, j'ose à peine utiliser le terme, sur la question de la frontière irlandaise. Je dis espèce d'accord car en réalité ça n'a rien réglé, ça a plutôt consisté à reporter le problème à plus tard, mais tout de même les Britanniques ont fait encore une fois une concession déjà en décembre, c'est-à-dire que le gouvernement a accepté l'idée que si on ne trouvait pas de solution pour la question de la frontière irlandaise, sur laquelle Quentin reviendra donc que je ne développe pas ici, l'Irlande du Nord, au pire disons, l'Irlande du Nord resterait de fait dans l'union douanière. Ça, c'est la solution de repli. Les Britanniques espérant bien sûr en trouver une autre qui permettrait qu'il n'y ait pas de différence entre l'Irlande du Nord et le reste de la Grande-Bretagne. Et puis, dernière concession faite par les Britanniques en décembre dernier, le gouvernement May a accepté pendant cette période de transition de garder la juridiction de la Cour européenne de justice. Ce que Theresa May prétendait jusque-là refuser. Donc en pratique, cette période de transition va être très proche du statu quo actuel. Donc, la grande question, c'est pour la suite. Donc, cette première étape s'étant achevée en décembre, on est entré depuis, en théorie du moins, dans une 2e phase de négociation entre Londres et Bruxelles, qui porte sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc après 2020. Et là, comme vous avez sûrement vu, entendu ou lu ces derniers temps, la principale pierre d'achoppement, le gros sujet de discussion, c'est la relation commerciale entre les 2 entités, pour la raison évidente que les échanges commerciaux entre le continent et le Royaume-Uni représentent à peu près la moitié des échanges britanniques. Autant dire que continuer à commercer, à importer, exporter aussi librement que possible est absolument crucial pour l'économie britannique. Et là, c'est là que les difficultés commencent. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'ils souhaitent. Donc, je ne vais pas développer cela, mais juste un mot tout de même pour vous dire que on a des discours extrêmement différents entre des gens qui veulent le fameux hard Brexit, qui veulent rompre totalement
avec l'Union européenne, c'est-à-dire ni rester dans le marché unique, ni dans l'union douanière, c'est-à-dire ne pas avoir de politique extérieure commerciale commune avec l'Europe, et se contenter d'un simple accord de libre-échange, comme il y en a avec beaucoup d'autres pays à l'avenir, de façon à pouvoir négocier d'autres accords de libre-échange, libérés de l'Europe, avec toutes sortes de pays du monde. Et puis, il y a ceux, j'allais dire l'extrême inverse, qui voudraient rester dans le marché unique. On les trouve parmi les Remainers, on les trouve parmi on les trouve chez certains députés conservateurs, pas mal de députés travaillistes, mais pas le leadership du parti, pas chez Jeremy Corbyn. Et puis, il y a la position de Theresa May, qui dit qu'elle ne veut pas rester ni dans le marché unique, ni dans l'union douanière, mais qui parle de frictionless trade. Donc, d'un commerce qui se ferait sans problème, ce qui semble un petit peu contradictoire avec l'idée de ne pas être dans le même marché unique. Donc, il y a une espèce de flou qui est entretenu à dessein, évidemment, et qui permet de masquer les divisions internes, en particulier les divisions du gouvernement, mais je ne m'étends pas là-dessus. Derrière tout ça, il y a un autre problème, c'est que Bruxelles n'accepte aucune des solutions qui sont en ce moment discutées à Londres. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un tout petit peu surréaliste, où les Britanniques s'écharpent entre eux sur deux propositions d'accord commercial, sachant que Bruxelles a de toute façon dit qu'aucun des deux n'était possible. Donc cette question économique et commerciale est absolument cruciale. Il n'y a pour l'instant à peine de négociations et en tout cas certainement pas d'accord. Là, ce dont on parle moins, parce que ça devrait moins poser de problème, c'est l'autre grand volet des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui est la coopération sur les questions de sécurité et de défense. Sécurité prise ici au sens le plus large, c'est-à-dire aussi bien la lutte antiterroriste que la politique étrangère et donc la défense. Là, curieusement, il y a très peu de controverses outre-Manche sur cette question. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra continuer la coopération avec l'Europe, y compris éventuellement sur des missions militaires. Le problème, et je terminerai là-dessus, c'est que on n'a toujours pas de proposition claire en provenance de Londres et que Bruxelles, je pense que ça nous sera confirmé, attend des propositions pour pouvoir discuter, négocier. Pour l'instant, on a peu de choses et surtout, on a peu de temps. Il ne reste plus que quelques mois, compte tenu des délais nécessaires pour les différentes ratifications. Il faudrait que tout soit réglé d'ici octobre. On est en mai et le gouvernement, May, n'est toujours pas d'accord sur une position commune. Je ne parle même pas de commencer des négociations. Autant dire que la situation n'est, disons, pas simple. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce résumé extrêmement synthétique des différentes étapes qui permettent de dresser le tableau, puisque tout ça, effectivement, est une négociation avec deux partenaires qui sont, pour l'instant, une certaine unité du côté européen qui n'était peut-être pas complètement acquise, et alors du côté anglais, au contraire, il y a une grande division, vous nous l'avez dit, et je me tourne alors maintenant vers Quentin Peel pour vous expliquer peut-être de l'intérieur de quelle manière il faut envisager cela pour nous qui sommes outre-Manche. C'est toujours un sujet d'interrogation de voir comment les Anglais voient le monde et comment ils voient leur propre pays. Je demande la même question. En premier lieu, j'aimerais beaucoup remercier Madame Dawson et la maison Heinrich Heine pour m'avoir invité une deuxième fois. Et je voudrais dire tout de suite que la dernière fois que j'étais là, le modérateur était Daniel Vernet, un très grand ami et collègue. Et je suis revenu tout de suite à cause de Daniel aussi, à cause de vous. Il y aura l'hommage, je crois, cette semaine pour Daniel. Et je reste pour ça. C'était un Européen d'un esprit tellement énorme et généreux. Et nous avons besoin de gens comme lui en ce moment. Je vous demande
de m'excuser pour deux choses. Une, mon français. Alors, j'ai essayé d'écrire un tout petit peu de ce que je vais lire, mais pour ne pas faire trop de fautes. Et deuxièmement, parce que je suis tout à fait parti pris dans cette affaire. Alors, vraiment, je ne suis pas une personne objective dans cette affaire. Je vous dis pourquoi. J'ai une histoire très triste à vous raconter, même lamentable. L'histoire de Brexit est une tragédie moderne, une espèce de suicide national. Et vraiment, j'ai passé presque toute ma vie en tant que journaliste en essayant d'expliquer le monde aux Britanniques, et surtout l'Europe aux Britanniques. Et c'est clair que j'ai raté, alors j'ai passé toute ma vie à ne pas bien expliquer l'Europe aux Britanniques, parce qu'ils ont décidé pour le Brexit. Mais, ok, alors je vais quand même essayer d'expliquer la politique britannique. Et c'est très difficile, parce que la situation politique à Londres et en tout le Royaume-Uni est très embrouillée. 2 ans après le résultat du référendum, qui devait réunir le parti conservateur de David Cameron, les deux partis principaux, les conservateurs et les travaillistes, sont brutalement divisés à l'intérieur entre les partisans du Brexit et les partisans de rester dans l'Union européenne. Alors, notre opposition et notre gouvernement sont tous les deux tout à fait divisés toujours sur la question de l'Europe. Et ensuite, le parti qui a lutté le plus pour le référendum au sujet de l'Europe, c'est-à-dire UKIP, UK Independence Party, se désintègre. Aux élections communales, il y a 2 semaines, ils ont perdu 123 sièges de 126. Alors, ils avaient une vote de moins de 2%. Alors, le parti qui a gagné le référendum est disparu, presque effectivement disparu. C'est une situation incroyable. Ok. Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a voté 52% pour Brexit et 48% contre. Mais le résultat nous a rendu, comme Madame Schnapper l'a dit déjà, plus désunis, et je dirais plus désunis que je n'ai jamais connu de ma vie. Ok. Et aussi, notre modérateur l'a dit, les retraités, comme moi, ont voté pour Brexit, énormément, 80%. Les jeunes, contre. Effectivement, 75% contre Brexit. Les Londoniens et les Écossais ont voté pour rester dans l'Union européenne, mais les provinciaux anglais ont voté pour Brexit. L'Irlande du Nord a voté pour rester dans l'Union européenne, le Pays de Galles a voté contre. Et des majorités sont assez grandes. Alors, la majorité dans ma circonscription au milieu de Londres, c'était 75% pour rester dans l'Union européenne. Mais si on regarde à l'extérieur de Londres, dans le comté de Lincolnshire, par exemple, on trouve le même majorité pour Brexit. Alors, c'est un pays tout à fait divisé. Et bon, mais pour être clair, le vote pour Brexit était un vote contre l'élite politique, contre Londres, contre le succès et contre la prospérité. C'était une protestation, bien sûr, contre l'immigration, la globalisation et l'ouverture du pays. Et si on regarde maintenant la politique britannique, c'est presque si la différence entre gauche et droite est largement disparue. Et la différence maintenant qui est relevante, en cette affaire au moins, c'est la différence entre les nationalistes de droite et de gauche et les internationalistes effectivement du centre. Et c'est là la division dans le pays. Nous avons voté par une marge étroite contre l'étranger et contre les étrangers. Et pour moi, c'est énormément déprimant.
Maintenant, le gouvernement dit que sa politique, et le Premier ministre, Madame May, dit que sa politique, c'est Brexit means Brexit. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais effectivement, elle pense à un Brexit dur, pas un Brexit facile et pas trop difficile. Mais effectivement, les conservateurs, comme je l'ai dit, sont très divisés. Une minorité du Parti conservateur veut rester très près de l'Union européenne, avec des relations commerciales étroites. C'est-à-dire, ils veulent garder les avantages du marché unique ou d'une union douanière autant que possible, même si nous sommes sortis. Mais la grande majorité de la base conservatrice est pour un Brexit dur. Ils ne veulent pas rester tout près de l'Europe. Ils parlent d'un Global Britain. Alors, nous allons retrouver nos amis australiens et canadiens et surtout les Américains, et l'Europe, c'est en deuxième place. Alors, Madame May est piégée entre les idéologues de Brexit dur et les pragmatistes économiques. Et c'est justement le débat qu'on a maintenant dans le cabinet et le gouvernement depuis des semaines et des mois. Est-ce qu'on aura alors un propos aussi près de l'Europe qu'on le peut, c'est-à-dire une sorte d'association douanière où nous, Britanniques, nous allons ramasser les tarifs pour l'Europe et essayer de garder les règlements aussi près que possible, ou est-ce que nous allons trouver une sorte de contrôle technique, ce qu'on appelle max-fac, de mots ridicules, facilitation maximale. Et les Brexiteurs comme M. Johnson décrivent l'association douanière comme fou, crazy, et les autres nomment max-fac comme la magie. Alors, et tous les deux, ces deux propos sont effectivement rejetés à Bruxelles. Alors, justement, le gouvernement britannique discute depuis des semaines de propos que nous savons déjà ne vont pas voler à Bruxelles. Alors, c'est vraiment difficile d'expliquer comment on va s'en sortir. Mais je veux maintenant concentrer sur une question qui va beaucoup plus au fond que des questions seulement commerciales. Et c'est la question de l'Irlande. Parce que l'Irlande, je le décris comme le talon d'Achille de Brexit. La frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande est compliquée. Longue de 499 kilomètres avec 200 croisements routiers. C'est vraiment le paysage compliqué de l'Irlande avec les comtés, l'histoire et tout ça. Mais depuis l'accord du Vendredi Saint, the Good Friday Agreement, il n'y a pas de contrôle à la frontière. Il n'y a pas de personne de sécurité, il n'y a pas de douanier, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. On sait qu'on a traversé la frontière seulement quand on voit que les kilomètres sont devenus miles en Irlande du Nord, ou que le prix de pétrole est différent parce que c'est en livres et pas en euros. Mais à part ça, il n'y a rien. Mais, et ce qui est très important à comprendre, c'est que le fait que le Royaume-Uni et la République d'Irlande étaient tous les deux membres de l'Union européenne, était une condition pas seulement nécessaire, mais essentielle pour la paix en Irlande. Brexit, par contre, est une menace à l'accord du Vendredi Saint. Alors, les gouvernements britanniques et les Irlandais et l'Union européenne disent qu'il ne doit pas avoir une frontière dure. Même pas d'infrastructure, pas de personnes, pas de caméras. Mais c'est exactement à cause de cela qu'on a ce débat sur une association douanière où il y a peut-être pas besoin de beaucoup de frontières et de contrôles, ou les contrôles techniques.
Alors, ça, c'est la difficulté du gouvernement. Le Parti travailliste veut aller plus loin. Il s'est décidé, juste récemment, que vraiment une union douanière est nécessaire pour ne pas avoir de frontières en Irlande. Alors, Madame May est là, elle dit, pas d'union douanière, mais peut-être une association. Mais le Parti travailliste dit, une union douanière est absolument nécessaire pour qu'il n'y ait pas de frontières en Irlande. Alors, pendant ces dernières semaines, la Maison des Lords, je ne sais pas si vous avez... Chambre des Lords, OK, ont débattu et modifié le projet de loi de Brexit, the EU Withdrawal Bill. Ils ont inséré 14 modifications importantes, y compris l'union douanière, qu'il y ait une possibilité de garder une union douanière avec l'Europe, aussi la possibilité même de rester membre du marché interne, du marché unique, ce qu'on n'attendait pas des Lords, mais ils se sont décidés pour ça, plus la nécessité de préserver l'accord de paix du Vendredi Saint, et aussi qu'à la fin, c'est-à-dire en automne, qu'il y aura un vote significatif, a meaningful vote, un vote significatif dans les communes au sujet de l'accord qu'on aura, espérons, à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire significatif? Ça veut dire pas seulement de se décider si l'accord est bon, on accepte, si on n'accepte pas, il n'y aura pas d'accord. Non. Significatif veut dire si on n'accepte pas l'accord, ou bien il faut négocier encore, ou bien il faut demander encore une fois à la peuple britannique de se décider sur le résultat. Et à la fin, pourrait se décider pour rester membre de l'Union européenne. Alors, les Lords ont vraiment jeté un grand défi au gouvernement. Et on va voir si à la fin, les communes vont alors au moins aller un peu plus loin. Le gouvernement veut rejeter toutes les modifications des Lords. Mais étant donné que le cabinet de Madame May est lui-même tout à fait divisé, comme j'ai dit, ce n'est pas clair qu'elle réussira à tout rejeter. Et surtout sur la question de garder l'union douanière, pourrait gagner cette union douanière pourrait gagner une majorité avec le Parti travailliste et une douzaine, un peu plus même, des conservateurs rebelles. Alors, là, on arrive à encore une complication. Comme vous le savez, bien sûr, Madame May a perdu sa majorité l'année dernière aux élections. Et c'était une campagne affreuse. Elle était vraiment, je pense au mot allemand, schrecklich. Elle était tellement ennuyeuse et difficile. Elle a perdu sa majorité. Mais elle a une majorité dans les communes maintenant, merci aux unionistes de l'Irlande du Nord, the Democratic Unionist Party. Alors, si on n'arrive pas à une solution pour le problème de la frontière irlandaise, les unionistes démocratiques vont dicter ce qui n'est pas possible comme backstop, comme compromis. C'est-à-dire toute solution qui essaie d'aligner les règlements en Irlande du Nord avec l'Irlande du Sud, on va rejeter parce que là, il va falloir une frontière dans la mer irlandaise entre l'île de l'Irlande et l'île de Grande-Bretagne. Alors ça, c'est tout à fait inacceptable pour les unionistes de l'Irlande du Nord. Alors, tout compromis maintenant sur l'Irlande va être énormément difficile. Et la conclusion que font beaucoup de monde, c'est que la seule possibilité de ne pas avoir une frontière en Irlande, c'est une réglementation alignée pour tout le Royaume-Uni avec l'Europe. Mais les durs Brexiteurs vont
tout de suite dire, ils disent chaque jour, non, c'est pas possible, c'est pas le Brexit. Si nous avons des règlements alignés avec l'Europe pour tout le pays, c'est pas la sortie. Alors, c'est vraiment là le problème pour Madame May. Alors, nous avons les partis divisés, les Lords qui veulent faire marche arrière, et les partis en Irlande du Sud et Irlande du Nord qui disent pas de frontières en Irlande et pas de frontières dans la mer. Et maintenant, une autre chose. Je parle de moi, effectivement, pour conclure. Maintenant, les organisations qui ont toujours lutté pour rester dans l'Union européenne se sont réunies pour demander un vote plébiscitaire. Il s'appelle ça « The People's Vote » sur tout accord de ces négociations. Alors, comme vous avez déjà entendu, c'est vraiment difficile en ce moment de voir s'il y aura un accord du tout. Mais s'il y a un accord, encore un référendum. Alors, jusque maintenant, Madame May et Monsieur Corbyn, Jeremy Corbyn, le numéro 1 du Parti travailliste, refusent. Ils disent justement, c'est la volonté du peuple. Ils ont décidé dans le référendum, c'est pas possible d'avoir un deuxième référendum. Le chaos des négociations, quand même, mène dans cette direction. Parce que vraiment, je vois qu'il y aura un problème pour les communes, le Parlement britannique, d'accepter toutes sortes d'accords qui va sortir de ces négociations chaotiques. Et je vois pour la première fois une chance de 20-30% qu'on pourrait arrêter le processus de Brexit. Alors beaucoup dépend des travaillistes et surtout de Jeremy Corbyn. Il est ancien trotskiste. Il n'a pas changé de vue depuis les années 60. Depuis 68, il était trotskiste, il est toujours. Il a peur qu'un gouvernement de gauche ne pourrait pas renationaliser des sociétés comme les chemins de fer ou les autres sociétés qu'a privatisées Madame Thatcher pendant les années 80. Alors, selon les règles de concurrence de Bruxelles, il regarde avec énorme méfiance toutes les règles de Bruxelles. Alors, Jeremy Corbyn est eurosceptique de base. Et le problème, c'est, est-ce qu'il va vraiment comprendre qu'il pourrait renverser le gouvernement même s'il prend l'autre parti et il lutte contre le Brexit. Alors, Madame May veut esquiver. C'est bon le mot esquiver en français? To fudge, oui. La fin de partie commerciale doit rester imprécise. Elle veut acheter une transition de 2 ans, on en a parlé, au moins, avec des promesses vagues. Elle va produire peut-être, avec Monsieur Barnier, un papier cet automne qui ne dit pas grand-chose, qui dit effectivement rien. Ils vont proposer ça au Parlement. Alors, 2 ans de transition et un but vague dans le futur. Est-ce que vous allez accepter? Alors ça va être un vote très important. Mais si on reste avec une solution commerciale imprécise, c'est un désastre pour l'industrie, le commerce et les maisons financières de Londres. Dernière page et je finis. C'est possible qu'il n'y aura pas d'accord qui soit acceptable pour le Parlement britannique. Et dans ce cas, il doit y en avoir un nouveau référendum sur l'accord ou le non-accord. Nous ne sommes pas encore là, parce que Mme May et les Brexiteurs disent que la décision était finale, la volonté du peuple. Les Brexiteurs disent que les Lords sont traîtres. Ils décrivent les juges de la Cour suprême comme les ennemis du peuple, parce qu'ils ont décidé que le Parlement est souverain et doit décider. Alors, l'humeur de la nation britannique reste odieuse. On parle d'émeutes. On parle même d'une guerre civile si on arrête le Brexit. Alors vraiment, c'est une humeur très, très difficile. Le débat sur Brexit est confus, même chaotique. Les sondages montrent qu'il n'y a pas beaucoup de regrets, ni de l'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire à peu près 6% de chaque côté pourraient voter dans un autre sens. Mais ça annule les liens. Les seuls qui pourraient changer sont les gens qui n'ont pas voté. Et là-dedans sont pas mal de jeunes gens.
Alors, eux, ils pourraient voter pour rester dans l'Union européenne. Alors, pour conclure, 4 points, 4 possibilités. Ou bien un système de libre-échange comme le Canada. Canada Dry, on l'appelle à Bruxelles. Mais ça, c'est le seul qui est possible si Madame May est tout à fait contre une union douanière et tout à fait contre le marché interne. Ou bien, dans ce cas, le Norvège, c'est-à-dire pas d'union douanière, mais rester dans le marché unique. Mais là, il faut garder le mouvement libre. Les paiements dans le budget, et il n'y aura pas de droit de décision pour les Britanniques. Alors, beaucoup pire que de rester membre. Troisièmement, il y a la possibilité de pas d'accord du tout, c'est-à-dire la falise. On tombe, c'est énormément difficile pour tout le monde et à la fin, rester membre. Et je conclus avec une citation de mon ami Pascal Lamy qui nous a dit il y a un an, le problème pour vous autres Britanniques, c'est que vous essayez de sortir un œuf de l'omelette. Alors, ça va coûter l'œuf et ça va coûter l'omelette. Merci. Vous avez montré la difficulté dans laquelle se trouve le Royaume-Uni, qui a voté, vous l'avez dit, en réalité contre. Ce n'était pas un vote pour un projet, c'était un vote contre. Et un vote dont il faut tout de même rappeler qu'il a été aussi le résultat d'un coup de poker politique de Cameron pour des questions de pure politique interne. On a un peu l'impression tout de même que c'est l'apprenti sorcier qui joue avec des forces qu'il dépasse. Et maintenant, l'édition telle que vous l'avez rappelée est tout de même très étonnante. Il ne s'agit pas de savoir de quelle manière on met en œuvre un projet et qu'est-ce qui est bon pour ce projet. On se concentre sur des questions de méthode, sur des questions de modalité qui n'ont pas grand-chose à voir avec un projet sur la Grande-Bretagne. C'est le problème de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. C'est le problème de savoir si c'est le Parlement ou si c'est le peuple qui doit décider. Tout ça, c'est des questions de modalité, c'est des questions de pur fonctionnement et mécanique, ce qui prouve qu'il n'y a rien derrière. L'Union européenne, elle vote tout de même pour un projet qui est porté ou pas porté, qui est soutenu par les peuples ou pas, mais qui est un projet clair, qui est un projet d'unification, qui est un projet de rapprochement, un projet d'harmonisation. Du côté anglais, on ne voit pas très bien. Alors, vous l'avez dit, on a agité le fantasme d'un Commonwealth ressuscité, d'une grande communauté des pays parlant la langue anglaise et partageant les valeurs de l'ancien empire britannique, mais finalement, tout ça a très rapidement disparu de la discussion et ne commande absolument pas. Alors je crois qu'on peut encore peut-être assombrir encore le tableau et je me tourne vers ma voisine de gauche parce qu'il y a une discussion qui a occupé beaucoup l'opinion publique en Europe qui est celle de l'indépendance de certaines régions des États qui composent l'Union européenne. L'Écosse, avant qu'on parle du Brexit, assise un peu peut-être sur son pétrole, je ne sais pas si ça a joué un rôle, on a retenu ça à un moment, vous nous direz si c'est exact ou pas, a voulu peut-être jouer un peu son chemin propre. Alors on a opposé l'Écosse, la Catalogne, on a dit mais tout ça est très dangereux pour l'Europe, et le Brexit évidemment a ajouté des éléments à cette discussion. Vous l'avez dit, le Brexit c'est aussi le résultat d'une division de la société anglaise, une division aussi assise sur des divisions extrêmement anciennes d'ailleurs de ce qui compose le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et donc, de quelle manière est-ce que cette question écossaise a pu jouer sur le vote du Brexit et de quelle manière est-ce que la question écossaise a été elle-même nourrie par le Brexit? Voilà quelques questions. Très bien, merci. Donc moi aussi, je voudrais débuter mon intervention en remerciant Madame la directrice de cette maison pour son invitation, qui est une première en ce qui me concerne, et je m'en réjouis. Alors donc, lors du référendum du 23 juin 2016, 62% des électeurs écossais se sont prononcés pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce vote en faveur de l'Union européenne s'est exprimé sur l'ensemble du territoire écossais, dans chacune des 32 collectivités territoriales dans lesquelles les suffrages étaient comptabilisés. Pendant la campagne référendaire, la plupart des hommes et des femmes politiques en Écosse ont présenté de manière très positive l'Union européenne, source de droits protégeant les citoyens, gage de prospérité économique. Donc, autrement dit, l'Union européenne a été décrite comme une entité qui permet de faire des choses et non pas comme une source de contraintes. Il s'agit bien du discours politique dominant en Écosse qui est partagé par les 5 partis représentés au
au Parlement écossais. Le premier d'entre eux, c'est le Scottish National Party, parti indépendantiste, donc qui a pour objectif l'accession de l'Écosse à l'indépendance. Mais cet indépendantisme ne se construit pas contre l'Europe, bien au contraire. Le SNP souhaite donc que l'Écosse quitte le Royaume-Uni pour rester dans l'Union européenne. Le SNP est à la tête du gouvernement écossais depuis une dizaine d'années. Et dès le lendemain du référendum, la première ministre, Nicola Sturgeon, s'est déclarée prête à tout mettre en œuvre pour conserver la place de l'Écosse en Europe. Le SNP peut compter sur le soutien de l'opposition écossaise dans ce domaine, le Petit Parti vert, autre parti indépendantiste, ainsi que les 3 partis britanniques qui, eux, sont contre l'indépendance de l'Écosse, mais sont favorables à l'Union européenne. Alors, le Parti travailliste, le Parti libéral-démocrate et même les conservateurs écossais sont dans l'ensemble moins eurosceptiques que leurs collègues anglais. Leur leader, Ruth Davidson, a d'ailleurs mené une campagne énergique et enthousiaste pour le maintien dans l'Union européenne. Le gouvernement écossais reproche au gouvernement britannique sa façon de procéder ainsi que les orientations vers lesquelles il semble se diriger. En fait, on peut regrouper ces reproches, ces regrets en 3 grandes catégories. Tout d'abord et de manière très générale, le gouvernement écossais reproche au gouvernement britannique la méthode employée dans la gestion du Brexit. Il estime être tenu à l'écart des décisions les plus importantes, alors que Theresa May, dès sa prise de fonction, avait promis de tenir compte des intérêts de chaque membre de la famille que constitue le Royaume-Uni. Certes, d'un point de vue juridique, le dossier relève du gouvernement britannique. Dans le cadre de l'autonomie dont dispose l'Écosse depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle dévolution du pouvoir, le Parlement écossais et le gouvernement écossais gèrent entièrement des domaines dévolus, par exemple la santé ou l'éducation, tandis que le Parlement et le gouvernement britannique conservent la maîtrise des domaines réservés, et notamment de la politique étrangère. Mais dans la pratique, étant donné que parmi les domaines dévolus figurent des questions gérées par l'Union européenne, notamment l'agriculture ou la pêche, un système de concertation a été mis en place au sein de comités ministériels rassemblant des ministres du gouvernement britannique et des gouvernements écossais, gallois et nord-irlandais. À l'issue du référendum de 2016, un comité ministériel chargé du Brexit a été instauré. Mais ces réunions manquent de régularité et ne constituent pas de véritables lieux de dialogue. Ainsi, le gouvernement écossais a été mis devant le fait accompli lorsque le gouvernement de Theresa May a décidé des modalités de la date du déclenchement de l'article 50. De même, c'est Theresa May qui a annoncé sans concertation préalable avec les représentants des nations la sortie de l'ensemble du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière, et c'est le gouvernement britannique qui conduit les négociations de sortie avec l'Union européenne. Donc, premier reproche, la forme. Deuxième reproche, le gouvernement écossais craint que le Brexit ne se traduise par une recentralisation du pouvoir au sein du Royaume-Uni, affaiblissant ainsi la dévolution du pouvoir. Ce sujet suscite des polémiques depuis près d'1 an. En effet, pour éviter un vide juridique au moment du Brexit, le gouvernement britannique a choisi d'incorporer dans le droit interne toutes les compétences actuellement gérées à Bruxelles, avant de modifier progressivement la législation en vigueur à l'issue du Brexit. Parmi ces compétences figurent des domaines dévolus à l'Écosse, comme l'agriculture ou la pêche. Le gouvernement britannique entend conserver la maîtrise de certaines de ces compétences dans une période transitoire afin d'instaurer des cadres britanniques communs lorsque c'est nécessaire. À l'inverse, le gouvernement écossais, soutenu par une majorité de députés d'opposition au Parlement écossais, estime que dans l'esprit de la dévolution, toutes les compétences dévolues doivent revenir au Parlement et au gouvernement écossais. Par la suite, le gouvernement écossais pourrait négocier des cadres britanniques communs au lieu de se les voir imposés par le gouvernement britannique. Le différend entre les deux gouvernements persiste sur ce point, en dépit de longues négociations. La volonté du gouvernement britannique devrait logiquement prévaloir, mais cela créerait une situation inédite depuis les débuts de la dévolution, puisque pour la première fois, le Parlement écossais se verrait imposer une modification de son champ de compétences contre son gré. Dernier reproche,
Le gouvernement écossais s'insurge contre les perspectives d'avenir, c'est-à-dire contre la sortie du marché unique et de l'union douanière envisagée par Theresa May depuis janvier 2017. Ainsi, dès le mois de juillet 2016, donc peu après le référendum, Nicola Sturgeon a clamé haut et fort que l'Écosse devait rester dans l'union douanière et dans le marché unique. Dans le marché unique afin de tirer avantage des 4 libertés, pas simplement la liberté de commercer, mais aussi la libre circulation des personnes. Et Nicola Sturgeon reste sur cette ligne, donc estimant que l'Écosse doit rester dans l'union douanière et dans le marché unique, même si le reste du Royaume-Uni quitte ces 2 entités. Mais il faudrait pour cela imaginer des solutions innovantes, tant du côté du Royaume-Uni que du côté de l'Union européenne. Et Nicola Sturgeon et ses ministres ont multiplié les contacts avec l'Union européenne et avec des représentants des États membres pour faire reconnaître leur position, pour prendre date. Mais à ce jour, le gouvernement britannique a toujours refusé d'envisager sérieusement ces propositions, d'envisager l'hypothèse d'une solution différenciée pour l'Écosse. Mais on a parlé tout à l'heure l'hypothèse éventuelle d'une solution propre à l'Irlande du Nord, et évidemment le gouvernement écossais se montre très attentif en soulignant que si l'on propose quelque chose de particulier pour l'Irlande du Nord, eh bien l'Écosse devrait pouvoir en bénéficier, même si évidemment la situation écossaise n'est pas comparable, mais l'Écosse a voté pour le maintien dans l'Union européenne. Alors, le gouvernement écossais prône la dévolution de compétences substantielles, donc un nouveau transfert de pouvoir du gouvernement britannique au gouvernement et au Parlement écossais, dans des domaines où l'Écosse a des intérêts et des valeurs distincts à faire valoir. En particulier le droit du travail. Le gouvernement écossais voudrait rester aligné sur les directives européennes. Le gouvernement écossais réclame également un droit de regard sur l'immigration, afin de se démarquer des politiques restrictives menées par le gouvernement britannique. Et le gouvernement écossais réclame aussi un droit de regard sur les accords commerciaux internationaux, là encore afin de préserver les intérêts de l'Écosse. Dans l'hypothèse, néanmoins, où le gouvernement écossais ne parviendrait pas à se faire entendre et se verrait imposer un hard Brexit aux conséquences économiques particulièrement délétères pour l'Écosse selon toutes les estimations, Nicola Sturgeon se réserve la possibilité de réclamer l'organisation d'un second référendum d'autodétermination afin de laisser les Écossais choisir entre 2 unions, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais ce second référendum nécessiterait l'accord du gouvernement de Theresa May, comme celui qui avait eu lieu en 2014, qui avait été précédé d'un accord entre le gouvernement britannique de David Cameron et le gouvernement écossais. Et l'assentiment de Theresa May est peu probable en l'état. Elle souligne qu'il y a eu un référendum en 2014. Le gouvernement britannique n'avait autorisé qu'un seul référendum sur la question. Les Écossais ont tranché, ils ont voté contre l'indépendance. La question est donc réglée. Même si Nicola Sturgeon fait valoir que la situation a été radicalement modifiée depuis 2014. Ce référendum nécessiterait aussi, évidemment, le soutien de l'opinion publique. Or, selon tous les sondages disponibles, les Écossais ne sont toujours pas prêts à voter en faveur de l'indépendance. Qui plus est, la situation se complique désormais puisque on estime que 1/3 des électeurs du Scottish National Party sont hostiles à l'Union européenne. Donc, autrement dit, il n'y a pas adéquation entre le discours officiel du SNP et les électeurs du SNP. Par ailleurs, les perspectives économiques sont nettement plus sombres aujourd'hui qu'en 2014. Vous parliez tout à l'heure du pétrole. En fait, les cours du pétrole étaient au plus haut en 2014. Le baril dépassait $100. Depuis lors, les cours, ces cours ont chuté. Et donc, il n'est plus possible de fonder un projet indépendantiste sur la manne que constituait autrefois ce pétrole. Certes, l'Écosse pourrait également compter sur des énergies renouvelables, mais les techniques sont pas encore tout à fait au point, et donc les perspectives sont très hypothétiques dans ce domaine.
Par ailleurs, le gouvernement écossais souhaite montrer l'ouverture de l'Écosse au monde par opposition au repli de l'Angleterre sur elle-même que semble constituer ce Brexit. Mais on constate que l'opinion publique écossaise est néanmoins plus sensible que la classe politique écossaise aux questions d'immigration. Et n'est sans doute pas prête à soutenir le gouvernement écossais dans son projet d'ouverture des frontières. Et enfin, il faut souligner que le SNP reste isolé au Parlement écossais dans cette volonté de second référendum, puisque les 3 partis britanniques ne veulent pas entendre parler de seconde consultation, et qu'il y a un véritable débat interne aujourd'hui au sein du SNP quant à la date de ce second référendum. De très nombreux membres du parti, et notamment des membres influents, estiment qu'il ne faut pas précipiter l'organisation d'un second référendum d'autodétermination, estimant que ce second référendum devra absolument être gagné. Or, en l'état, il y a trop d'inconnus. Il faut d'abord attendre, voir comment va se dérouler très concrètement ce Brexit. Vous avez présenté de manière extrêmement structurée, extrêmement riche, la question écossaise et la façon dont le Brexit l'avait relancé en quelque sorte. Alors peut-être que l'affaire iranienne va faire remonter les cours du pétrole et que là encore, eh bien, l'aspect économique va repartir. Il faut attendre les mois qui viennent pour le savoir. Toujours est-il que, il me semble que tout cela montre bien que, en ouvrant d'une certaine manière une boîte de Pandore, en remettant en cause les solidarités européennes, ce sont aussi les solidarités au sein même du Royaume-Uni qui ont été remises en jeu. Et quand on entend la façon dont vous décrivez très précisément la situation écossaise, on ne sait pas très bien quel est l'objectif véritable du gouvernement écossais. Est-ce qu'il profite du Brexit pour se proclamer européen parce que ça lui permet de mieux sortir du Royaume-Uni, ou est-ce que véritablement il considère, ce que la raison semble montrer, que l'adhésion à l'Union européenne est la bonne solution? Enfin, il y a là, évidemment, on a un peu l'impression qu'au sein de la société et du monde politique anglais, chacun essaye de manière extrêmement brownienne et sans objectif commun de tirer ses intérêts propres de la situation qui a été ainsi créée. On voit donc, après avoir examiné un peu de l'intérieur les conséquences du Brexit sur le Royaume-Uni, qu'effectivement le tableau n'est pas extrêmement brillant. Alors qu'en est-il du côté de l'Union européenne? Comme je le disais, certains ont pu considérer que finalement ce n'était pas une mauvaise affaire, en disant le Royaume-Uni va finir, que ce soit pour la raison de la frontière irlandaise, ou bien parce qu'économiquement ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller commercer avec les Australiens qui sont tout de même très loin, plutôt qu'avec les Français ou les Allemands qui sont un peu plus proches, et finira par revenir à juste raison et trouver une solution qui fera que le Royaume-Uni restera au moins économiquement lié à l'Europe, et que ça sera très bien, puisque finalement ils ne participeront plus aux institutions européennes, et comme ils ont toujours été un petit peu compliqués à gérer, eh bien ils appliqueront les règles européennes sans empêcher les restes des Européens de continuer d'avancer. Donc ça, c'est la version optimiste. Mais je suis certain que le contre-coup du Brexit pose aussi beaucoup de difficultés dans l'Union européenne, et vous allez nous les exposer de manière tout aussi structurée. Merci beaucoup. Moi aussi, je tiens à remercier d'abord Madame Deussen pour l'invitation. Pour moi aussi, c'est la première fois que je viens à la maison Heinrich Heine. Pour moi, c'est très spécial parce que je suis né à Düsseldorf, donc la ville natale de Heinrich Heine, je l'adore. Alors, c'est très bien d'être ici. Merci. Mais effectivement, je viens aujourd'hui directement de Bruxelles, où je travaille depuis presque 15 ans en tant que correspondant permanent pour divers médias allemands sur l'Europe. Comme par hasard, ce jour même, il y avait un conseil général à Bruxelles qui a parlé du Brexit. Qu'en est-il sorti? Rien du tout. Parce que effectivement, c'était M. Barnier, le négociateur en chef, qui a briefé les ministres, mais il n'y avait pas de décision. On n'a pas pu prendre de décision parce que on l'a déjà entendu
dire les Britanniques ne sont pas préparés, ils n'ont pas fait de propositions concrètes. Le Brexit, pour l'instant, il va nulle part. C'est l'impression qu'on a à Bruxelles. Et on dit aussi à Bruxelles, c'est que Madame May se trompe si elle pense qu'elle va y avoir un grand soir, un grand sommet, où elle peut négocier la version finale et peut-être vainqueur du Brexit. Ça n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de sommet spécial Brexit à Bruxelles. Toutes les négociations se tiennent à un niveau technique, pas politique. Il n'y aura pas une soirée jusqu'à 3 heures du matin avec Madame May qui va négocier avec Madame Merkel. Madame Merkel n'en veut pas. C'est aussi vrai pour Monsieur Macron. Ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura un sommet européen en juin, mais là, le Brexit n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et finalement, ça doit se décider en octobre. Parce qu'en octobre, on veut conclure le traité de sortie ou le traité de divorce et peut-être aborder brièvement le statut futur, les relations futures, mais ça, ce n'est pas une priorité pour les Européens. Ils veulent absolument conclure le traité de divorce pour que le Parlement européen puisse avoir son mot à dire après, et pour conclure en bon temps, en temps voulu, avant mars 2019, quand les Britanniques vont finalement sortir. Donc c'est ça l'ordre du jour. Il n'y aura pas de grande négociation, il n'y aura pas de grande finale dramatique. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais si ça ne marche pas, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B du côté des Européens non plus. Et ça, c'est un problème. Parce que si ça ne marche vraiment pas, il y a toujours le risque d'un hard Brexit, d'un Brexit dur, sans conclusion, sans traité qui règle les relations pendant la phase transitoire et les relations ultérieures. Ça serait le plus grand échec, et pour Madame May et pour l'Union européenne. Il n'est toujours pas exclu. Et en général, les Européens à Bruxelles sont plutôt pessimistes par rapport à ça. Et on dit aussi qu'il y a déjà des préparatifs secrets pour ce cas du Brexit dur, pour ce cas d'un échec total. Donc apparemment l'Union européenne s'apprête déjà à vivre avec ça aussi, mais tout ça s'est tenu évidemment secret parce qu'on ne veut pas mener les négociations à l'échec. Maintenant, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, je dois conclure, on a déjà beaucoup parlé de tous les détails, mais il faut quand même conclure que Madame May a perdu sur toute la ligne. C'est l'Union européenne qui a imposé toutes ses vues sur les droits des citoyens européens, sur l'Irlande. On n'est pas encore sûr, mais il y a 3 formules, 3 modèles, 3 options. Et Madame May ne peut que choisir entre les 3. Et maintenant, on parle surtout sur la 3e option. Ça veut dire un régime européen, pratiquement le même régime pour l'Irlande du Nord que pour l'Irlande. Donc, ça veut dire l'Irlande du Nord allait rester dans le marché intérieur. Il y aurait une sorte de frontière entre la Grande-Bretagne, l'île du UK et l'Irlande du Nord, ce qui serait un scénario catastrophe pour Londres. Par contre, la Grande-Bretagne est quand même de retour à Bruxelles, bizarrement. Alors, je viens de dire que May a perdu sur toute la ligne, mais elle est de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements de politique extérieure. Il y a eu le cas Skripal. Il y a eu la solidarité très étonnante de la part des partenaires européens, imposée par la France et par l'Allemagne. Tout le monde se souvient, je crois. L'Union européenne a décidé de retirer les ambassadeurs, son ambassadeur à Moscou, et on a renvoyé les ambassadeurs russes de plusieurs capitales, même si tous les pays de l'Union européenne n'ont pas participé à cette mesure de solidarité. C'est du jamais vu.
Alors ça, c'était une mesure très très dure pour montrer la solidarité avec le UK. Et en plus, la Grande-Bretagne a évidemment participé aux frappes controversées contre la Syrie. Donc du coup, elle s'est imposée dans un nouveau triumvirat, si j'ose dire, avec les États-Unis et la France. Et l'Allemagne a essayé de suivre un peu en disant oui, on est d'accord en soutien, mais on ne peut pas y participer. De toute façon, ce qu'il faut en conclure, Madame May s'est quand même imposée sur la scène, réimposée sur la scène internationale. On en parle de la Grande-Bretagne à Bruxelles. Elle joue un rôle même plus important sur la scène internationale que jamais. C'est un paradoxe. Moi, je pense que c'est pas un vrai paradoxe parce que, ça c'est mon avis privé, je crois qu'on voulait un peu cacher l'échec total sur le plan du Brexit. Donc, au même moment où les décisions finales sur le Brexit sont tombées à Bruxelles, au même moment, on a trouvé cette excuse de la politique étrangère et de défense pour dire, mais quand même, la Grande-Bretagne joue toujours un rôle très important. On tient toujours un partenariat stratégique avec la Grande-Bretagne. Évidemment, ça reste contradictoire. On ne sait pas comment on peut finalement résoudre le problème du Brexit. Mais de toute façon, la Grande-Bretagne va rester ancrée dans le système de sécurité européen et même transatlantique. Ça, on peut déjà le dire, je pense. Maintenant, peut-être encore 2 ou 3 remarques sur l'Allemagne, puisque j'étais censé de parler de l'Allemagne aussi. On a déjà dit que il y avait une très grande retenue allemande par rapport au Brexit. C'est vrai, si on cherche des articles, des interviews sur le Brexit dans la presse allemande, il n'y a pas grand-chose, sauf M. Schäuble qui a récemment dit c'était une bonne chose de faire quelque chose avec la Grande-Bretagne sur le cas Skripal. Ça marche que l'Europe, ça marche. L'Europe est solidaire et donc il veut peut-être dire par là, alors il faut toujours rester ensemble. Ça, c'est une opinion assez répandue en Allemagne d'ailleurs. On aimerait bien que la Grande-Bretagne revienne sur sa décision et qu'elle reste quand même finalement dans l'Union européenne. Mais pourquoi on pense ça? Eh bien, je pense que parce que le Brexit serait une tragédie pas seulement pour les Britanniques, mais aussi pour l'Allemagne. Parce que la Grande-Bretagne était le partenaire le plus important sur la scène européenne jusqu'au Brexit pour l'Allemagne. Alors on se souvient peut-être encore du leadership de Madame Merkel avec Monsieur Cameron. Monsieur Cameron et sa famille étaient les seuls qui étaient invités à sa résidence privée à Berlin. Ils ont ensemble imposé des coupes importantes dans le budget européen, qu'on essaie maintenant de relever un peu. C'était Cameron et Merkel. Ils ont tous les deux poussé pour un traité de libre-échange avec les États-Unis, le fameux TTIP en anglais. Ici, il y a un autre mot, je crois. Ça, c'était Cameron et Merkel. Ils étaient tous les deux pour une austérité forcée, aussi bien au UK qu'en Grèce ou ailleurs. Et ils étaient évidemment pour la compétitivité, pour le better regulation, ça veut dire moins de bureaucratie à Bruxelles, moins de personnel à Bruxelles, moins d'Europe, tout court. Ça, c'était la doctrine jusqu'au Brexit. En Allemagne aussi, d'ailleurs. Hein. Alors, on l'a peut-être oublié, mais Cameron était un partenaire très, très important pour l'Allemagne. Et après le Brexit, on était en état de choc à Berlin. J'étais là dans la nuit de la décision à Londres, à Berlin. Personne ne comprenait rien. La classe politique allemande était vraiment sous état de choc parce qu'on venait pas seulement de perdre l'unité européenne, mais aussi un partenaire très important. Et l'Allemagne a finalement et aussi un partenaire commercial très important d'ailleurs, hein, le deuxième après la France.
et le troisième après les États-Unis. Le partenaire le plus important au niveau commercial pour l'Allemagne, c'est actuellement les États-Unis. Les États-Unis, ils ont devancé la France, et le troisième, c'est les Britanniques. Donc, ça explique aussi le grand intérêt qu'on porte à la Grande-Bretagne en Allemagne. Et l'Allemagne a essayé de se repositionner avec le Brexit. Elle se présente aujourd'hui comme une sorte de gardien de l'unité de l'Union européenne et une sorte juste milieu ou médiateur entre les pays de l'Est et les pays du Sud et la France. Et ça, c'est très important, je pense aussi pour la France, parce que effectivement, en Allemagne, on a subi ce choc du Brexit. Ce choc de menace de leadership en Europe. Du coup, sans la Grande-Bretagne, il n'y aurait que la France et l'Italie comme grands pays dans une union de 27. Et, il faut le dire brutalement, la classe politique allemande, dans sa grande majorité, n'a pas trop envie de se fier entièrement à la France et à Macron. On n'a pas trop envie de recréer une sorte de directorat ou de réanimer vraiment l'axe franco-allemand. On préfère un positionnement au milieu. On préfère travailler étroitement avec la Pologne. C'est même écrit dans le traité de la coalition au pouvoir à Berlin. La Pologne y figure aussi bien que la France. Et donc, on essaye d'équilibrer un peu l'Europe autour du pays au milieu, donc l'Allemagne. Malheureusement, il y a un petit problème à ça, parce que on le voit, on l'a vu à Aachen avec le prix Charlemagne, le Karlspreis. Vous avez peut-être entendu les discours des uns et des autres, de M. Macron et de Mme Merkel. Macron a une vision pour l'Europe et Mme Merkel n'en a pas. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de visibilité. Et c'est vrai aussi pour le Brexit, aussi bien pour l'Union européenne en général. Et ça, c'est peut-être l'atout de M. Macron parce qu'il a une vision, il a des idées pour l'Europe, tandis que l'Allemagne en manque. Toute cette situation est très compliquée pour la chancelière qui ne veut pas dépendre de Macron, qui ne peut plus composer avec les Britanniques, mais il y a un nouvel espoir, si j'ose dire, parce que maintenant il y a un nouveau groupe qui s'est formé dans l'Union européenne, le groupe des 7 autour des Pays-Bas, qui essaye de remplacer la Grande-Bretagne et de porter les valeurs ou les idéologies de Londres dans l'Union européenne. C'est-à-dire, ils sont contre une Europe plus forte, contre une Europe plus intégrée, contre l'Europe de Macron, et plutôt sur la ligne qui était la ligne de Cameron, donc une Europe plutôt faible, avec un budget assez maigre, et actuellement, ça se traduit par une opposition très forte de ces pays, c'est plutôt les pays nordiques autour des Pays-Bas, contre une augmentation du budget européen. Et leur parole de lutte, c'est on ne peut pas élargir le budget et approfondir l'Union européenne si on devient moins nombreux, si on perd un pays comme la Grande-Bretagne. Donc, le budget européen ne peut pas augmenter si on perd un pays si important que ça. Donc, on voit bien qu'il y a une lutte de pouvoir actuellement pour... on se dispute la place déjà de la Grande-Bretagne, on se dispute la place du leader dans l'Union européenne. Mais comme il n'y a pas de vision claire et pas de stratégie claire, et comme le Brexit apparemment pour l'instant ne mène à rien, ça peut nous mener dans une crise profonde de l'Union européenne, je le crains,
qui pourrait même éclater quelques mois avant les élections européennes en mai 2019, puisque le Brexit va se passer comme ci ou comme ça en mars 2019. Et voilà, je m'arrête là. Merci. On retient le caractère de révélateur qu'a joué le Brexit. Vous vous souvenez que lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu, après le Brexit, on a eu l'impression que finalement, le Brexit allait servir de tremplin pour une résurrection, du moins à Paris, du projet européen. C'est cette élection qui avait inquiété tout le monde, entre Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, avec aussi la France insoumise, très eurosceptique, avait une grosse difficulté en France. Et puis l'élection de président de la République, qui pour la première fois avait été élu avec un discours pro-européen assumé. Jusqu'à présent, les seuls qui parlaient de l'Europe, c'est ceux qui étaient contre. Ceux qui étaient pour, le meilleur service qu'ils pouvaient rendre à l'Europe, c'était surtout de ne pas en parler. Là, on a un président de la République qui s'est fait élire sur l'Europe. Et l'ensemble de l'Europe a un peu observé la France en disant c'est très bien, voilà, le contre-coup, le Brexit était le contre-exemple, et puis le reste du continent allait se réunir. Et puis finalement, c'est pas absolument ce qui s'est passé dans les élections qui ont suivi. En Allemagne, l'AfD a beaucoup monté, a beaucoup inquiété, et toute la discussion en Allemagne est très très concentrée autour de cette atteinte aussi au regard de l'histoire propre de l'Allemagne, de ces partis situés extrêmement à droite, en plus d'être eurosceptiques, puisqu'il y a aussi des eurosceptiques qui sont très à gauche. Vous l'avez rappelé avec M. Corbyn tout à l'heure. Il y a eu évidemment les élections en Italie, les problèmes dans l'Europe de l'Est, et d'une certaine manière, le Brexit a été vu un peu différemment, et on a commencé à partager les problèmes des Anglais en disant mais est-ce que ça ne va pas aussi nous rattraper dans pas très longtemps. Et on entend effectivement ces discours que vous avez redits. D'abord, on a vu qu'il fallait peut-être un bouc émissaire, que l'Angleterre avait longtemps joué le rôle de bouc émissaire, mais maintenant ça retombait un peu sur l'Allemagne, parce qu'il fallait que ça tombe quelque part. Et puis qu'aussi, pour faire pièce à ces mouvements eurosceptiques, on entend ce mouvement un peu qui se généralise, baisser le nombre de fonctionnaires de l'Union européenne, en oubliant que pour toute l'Union européenne, je crois que les fonctionnaires de l'Union européenne, c'est la moitié des fonctionnaires de la ville de Berlin. C'est à peu près les fonctionnaires de la ville de Paris. Il n'y a pas plus de fonctionnaires pour l'ensemble de l'Union européenne que pour la ville de Paris. Madame Hidalgo a autant de fonctionnaires sous ses ordres que M. Juncker. On parle toujours des fonctionnaires de Bruxelles comme une chose extraordinaire, on veut les réduire. Le misérable budget de l'Union européenne, qui tourne autour de 2% du PIB de l'ensemble de l'Union. Aux États-Unis, c'est 20%. Dans une structure un peu fédérale, c'est vraiment pas beaucoup. Bien, ce discours, maintenant, commence à gagner ici et là et à se structurer. Et finalement, le Royaume-Uni, eh bien, on se rend compte que le Brexit n'est pas uniquement un problème à l'intérieur, mais évidemment peut-être exprimer le premier une certaine difficulté au regard de l'Union européenne, à tort ou à raison, qui s'exprime dans beaucoup de pays de l'Union européenne également aujourd'hui. Alors voilà un tour très nombreux. Je vois que le temps a passé. Il est 21h quasiment. Je voudrais me retourner très brièvement vers les membres de cette table ronde pour savoir s'ils souhaitent, sur un point particulier, exprimer une idée qui leur tient à cœur après avoir entendu les uns et les autres prendre la parole. Et si ce n'est pas le cas immédiatement, je pense que nous avons un public qui a été déjà accoutumé à réfléchir sur cette question du Brexit avant de venir ici, mais dont la réflexion sans doute s'est aiguisée après ces interventions multiples. Et je vois une question déjà au fond de la salle. Oui, bonjour, Monsieur Ambeloui. Une question pour Monsieur Peel. En fait, vous avez bien dit qu'une des causes du Brexit dans les campagnes, c'était la lutte contre l'immigration, que les gens des campagnes trouvaient beaucoup trop nombreux dans le Royaume-Uni. Je ne sais pas s'ils étaient jaloux dans les campagnes des emplois que prenaient les Français à Londres. En tous les cas, ils n'aimaient pas du tout, contre toute attente, les ressortissants des pays de l'Est. Je crois qu'il y a plus ou moins, le top a été 900 000 Polonais notamment. Donc j'ai lu des choses comme quoi on reprochait à ces Polonais d'avoir des radios FM, de pas aller dans les pubs, etc. Et j'ai une amie d'Europe de l'Est qui trouvait que c'était un peu dur et qui est repartie, qui a quitté le Royaume-Uni. Voilà. Et la deuxième question, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur tout ce qu'avait obtenu David Cameron
avant le Brexit, donc comme compromis, comme donc en fait, si le Royaume-Uni était resté dans l'Union, elle avait en fait avec Cameron tout ce qu'il avait réussi à négocier, le beurre et l'argent du beurre. Donc à mon avis, c'est ça. J'aimerais avoir le détail de tout ce qu'il avait obtenu. Merci. La première chose que je dirais, c'est que c'est déjà clair que les endroits, et surtout si on parle de Londres, où il y a le plus des immigrés, le vote était énormément pour l'Europe et pas pour limiter les immigrés. Tandis que les villes où le vote était contre, comme au nord de l'Angleterre, à Sunderland, il y a peut-être 2% de la population sont immigrés. Pas mal de villes à la côte de l'Est, où il y a très peu d'immigrés. Mais c'est pas tout à fait clair comme ça, parce qu'aussi il y avait d'autres endroits où les immigrés, surtout les Polonais, les Européens de l'Est, ont pris beaucoup de travail, beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Et là, il y a un ressentiment contre ces immigrés. Mais si on demande aux Britanniques, est-ce que vous voulez travailler dans l'agriculture? Ah non, ils ne veulent pas travailler dans l'agriculture. C'est seulement que ceux qui travaillent dans l'agriculture ont des enfants, qui vont dans les écoles et tout ça. Alors, vraiment, c'était un débat très difficile. C'était un débat pas seulement difficile, mais comme je dirais, odieux et difficile pour les immigrés d'entendre tellement de critiques, tandis que vraiment par exemple dans le service de santé britannique survit grâce aux immigrants qui travaillent comme infirmières et médecins et tout ça. Mais le problème, c'est dans la politique, presque tous les partis, pas tous, mais presque tous les partis, ont pris ce narratif négatif au sujet de l'immigration. Et c'était vrai, c'était probablement la raison la plus importante qu'on a voté contre l'Europe. Alors, c'est ça. La deuxième question, c'était au Cameron et tout ce qu'il a gagné à Bruxelles. C'est très mal vendu en Angleterre comme réussite. Effectivement, tout de suite, on a critiqué Cameron, il n'a rien gagné parce qu'il n'a pas gagné le droit de fermer totalement les portes pour mouvements libres de personnes. Et à cause de ça, vraiment. Alors, ça c'est son problème. La question que moi je demande en ce moment, c'est seulement si les Britanniques pourraient décider de ne pas continuer avec ce Brexit, est-ce qu'ils auront les mêmes avantages qu'on avait déjà négociés avec les 27 ou non? Alors, c'est-à-dire pas seulement les possibilités de restreindre un peu l'immigration, mais à l'autre bout, le rabat du budget ou les opt-out sur tous les sujets. Alors moi je vois que vraiment ça pourrait être un problème de redonner aux Britanniques tous ces avantages. Alors si ce que je veux que les Britanniques changent d'avis, peut-être ils ne vont pas changer d'avis s'ils n'auront pas les mêmes avantages. Alors ça c'est vraiment assez difficile. Oui, je voulais juste vous répondre précisément sur les points qu'avait obtenus Cameron. Il y avait un mélange de choses plus ou moins symboliques. Par exemple, la première chose, il avait obtenu que le Royaume-Uni ne soit plus tenu par l'idée de l'union sans cesse plus étroite qui est dans les traités européens. Donc ça, c'était vraiment purement symbolique. Le Royaume-Uni ne serait plus concerné par cette nécessité ou cet objectif, en tout cas, d'une union sans cesse plus étroite. Évidemment, ça parlait pas beaucoup aux électeurs de base. Il avait aussi obtenu des garanties, là encore assez théoriques,
sur le fait que les pays qui n'étaient pas membres de la zone euro ne subiraient pas les conséquences de décisions prises par les membres de la zone euro. Donc vous voyez, là, c'était assez technique. En fait, lui, il avait des choses assez précises en tête en obtenant cela, mais encore une fois, c'était difficile à vendre à un public. Et puis peut-être le point le plus concret, mais là encore très limité, c'était sur la question de l'immigration. Donc on pouvait pas revenir sur l'idée de la libre circulation des personnes, qui est un point absolument central du projet européen, mais il avait obtenu de pouvoir limiter l'accès à certains droits sociaux aux immigrés européens pendant un certain nombre d'années. Avec l'idée sous-jacente que si les Européens venaient au Royaume-Uni, c'était pour profiter des droits sociaux. Ce qui était déjà évidemment discutable, et en tout cas n'allait pas réduire du jour au lendemain le nombre d'immigrés en provenance de l'Union européenne. Par ailleurs, ce qui a rendu cet accord, qui n'était pas nul, mais qui était quand même limité, ce qui l'a rendu encore plus difficile à vendre, c'est qu'il avait, avant cela, il avait tellement déclaré qu'il allait complètement transformer l'Union européenne, il allait la rendre beaucoup plus britannique, et il allait totalement changer les conditions de présence britannique dans l'Union européenne, qu'évidemment, quand à l'arrivée, il est arrivé avec ces quelques points quand même limités, c'était invendable, et toute la presse lui est tombée dessus, tous ses opposants, dans son parti comme à l'extérieur, lui sont tombés dessus. De ce que vous avez la parole pour vous poser une question supplémentaire sur la période de transition et sur la prolongation des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette période de transition, on entend dire qu'on pourrait la prolonger elle-même et qu'elle pourrait aller éventuellement au-delà de 2020, en tout cas certains le souhaitent. Et d'autre part, est-ce que pendant la période de transition, cette période de transition est destinée à permettre la mise en œuvre d'un certain nombre de normes pour le futur, mais est-ce que ce serait aussi l'occasion de prolonger les négociations sur la situation après la période de transition et sur le traité définitif ? Oui, on en parle de plus en plus parce qu'il apparaît chaque jour plus clairement que rien ne sera réglé. On l'a vu déjà à nombreuses reprises dans cette discussion. Rien ne sera réglé d'ici mars 2019. Donc on commence à dire que non seulement on n'aura peut-être pas vraiment d'accord sur l'avenir d'ici mars 2019, et que donc la transition elle-même devra peut-être être prolongée. Mais là, il y a deux problèmes. Il y a un problème côté européen et un problème côté, une fois de plus, politique intérieure. Sur le plan européen, il y a le problème du budget, parce que décembre 2020, c'est la fin d'une période de 7 ans et c'est le début d'une autre. Donc c'est très compliqué d'avoir encore, de fait, le Royaume-Uni quasiment dans l'Union européenne après décembre 2020. Donc il y a un problème technique et même politique du côté européen. On l'a vu, les Européens sont déjà en train de passer à la suite et ils n'ont pas forcément envie que cette espèce d'entre-deux se prolonge indéfiniment, enfin, sinon indéfiniment, en tout cas, plus longtemps. Et puis, côté britannique, il y a le problème que les plus enragés des Brexiteurs trouvent déjà que décembre 2020, c'est très long, qu'on a voté en juin 2016 et que déjà, ça fait plus de 4 ans, et qu'on va pas, encore une fois, prolonger cette période. Est-ce que c'est pas une façon de vouloir empêcher le Brexit ? Enfin, il y a une très forte méfiance de la part des Brexiteurs sur cette question. Donc, entre le marteau et l'enclume, une fois de plus, je ne sais pas, je suis pas sûre que Theresa May puisse obtenir un allongement de la transition. Cela dit, sur le plan, j'allais dire technique, pratique, elle sera peut-être indispensable. Parce qu'on a l'impression du côté de l'opinion anglaise que tout de même les choses évoluent, ou pas ? Est-ce que vraiment les camps sont formés, finalement c'est des passes d'armes éternelles entre les uns et les autres et qui tournent un petit peu toujours autour de la même chose ? Absolument. Ou bien est-ce que tout de même, dans les différentes régions, on commence à avoir les difficultés de sorte que les positions bougent ou pas tellement ? Non, Quentin l'a dit très bien tout à l'heure, pour l'instant les positions ne changent pas. C'est-à-dire que les sondages ne montrent aucune évolution sensible. On reste toujours dans la marge d'erreur des sondages. Quand on vous dit 1% de plus ou 1% de moins pour rester ou pour sortir, ça n'a pas de signification puisqu'on reste dans la marge d'erreur. Les grosses divisions qui sont apparues à l'occasion de ce référendum et qui ont été rappelées tout à l'heure, elles restent, les divisions par âge, par niveau d'éducation, entre les grandes villes et le reste du pays, entre l'Angleterre et l'Écosse. Il n'y a pas... Alors, Edwige pourra peut-être nous dire s'il y a des changements peut-être en Écosse, mais en tout cas, en Angleterre, il n'y a rien qui... Et alors, même chose au niveau de la classe politique. Ceux qui étaient contre sont toujours contre, ceux qui étaient pour le sont toujours.
du côté de l'Union européenne aussi, la question c'est celle de la solidarité entre les pays de l'Union européenne dans les négociations. Parce que pour l'instant, tout le monde s'est congratulé en disant nous présentons un front commun, il n'y a pas de différence de point de vue pour ce qui est du Brexit en tant que tel. Avec les États-Unis, les positions ont été plus difficiles. On a considéré que le président de la République avait essayé de jouer dans un sens, que Mme Merkel avait joué dans un autre dans les relations avec les États-Unis. Mais vis-à-vis du Royaume-Uni, pour l'instant, l'unité est préservée et a priori, elle se maintiendra. Ou est-ce que progressivement des dissensions peuvent apparaître qui rendraient pour M. Barnier les négociations plus compliquées ? Oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle du point de vue européen. Alors, le Brexit a vraiment soudé les 27. C'est du jamais vu. Et c'était pas espéré d'ailleurs. Au départ, tout le monde avait peur que notre pays comme la Pologne pourrait à son tour dire au revoir ou adieu. Ça, c'est pas fait. Par contre, dans les négociations, on ne voit pas vraiment de divergence. L'unité tient donc. Mais on craint à Bruxelles qu'à partir du moment qu'on commence à parler d'un traité de libre-échange ou des aspects commerciaux, il pourrait y avoir des divergences ou voire des contradictions. Par exemple, l'Allemagne tient beaucoup, évidemment, à un échange libre et sans barrière avec la Grande-Bretagne. La France dit déjà maintenant il faut mettre un point barre et dire à tel ou tel moment il faut conclure. L'Allemagne, au contraire, joue la montre, à mon avis. Et là, il y a un problème pour les deux côtés parce que à Bruxelles, on dit on veut repousser la question du futur statut, des relations futures jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, peut-être jusqu'au début de la phase de transition. Donc au-delà de mars 2019. Mais en même temps, on dit on met au moins 5 ans pour négocier un nouveau contrat de libre-échange, comme avec le Canada. Donc, les 2 ans de transition ne vont pas suffire. Et si on étire cette phase de négociation, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre l'Allemagne et la France, par exemple, ou bien la Belgique et je ne sais pas qui, l'Italie, des pays qui ne sont pas tellement concernés. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de jouer la montre d'un point de vue européen non plus. Et c'est vrai, si on regarde les autres dossiers d'actualité, alors l'Iran, par exemple, les sanctions américaines, là, l'Allemagne et la France ne sont pas sur la même ligne, à mon avis. Et ça devient aussi un problème. Donc, du coup, on voit de plus en plus de divergences à Bruxelles. Mais ça, c'est pas vraiment lié au Brexit. Et la pêche arrive toujours à la fin, le sujet le plus difficile. Oui. Est-ce que vous pensez, ça s'adresse à tout le monde, que la sortie du Royaume-Uni de l'Union va modifier la situation linguistique à l'intérieur de l'Union européenne et l'usage des langues en particulier? Est-ce que la place de l'anglais, qui est prépondérante, le restera telle? C'est une question qui intéresse beaucoup l'université franco-allemande, puisqu'évidemment, notre but, c'est de développer les relations entre la France et l'Allemagne. Elle n'est pas la seule institution, évidemment, dans ce domaine, mais il est certain que défendons l'idée d'une Europe multiculturelle et par conséquent multilingue, qu'évidemment, l'anglais est un liant nécessaire, qui est une langue qui, pour différentes raisons, s'est imposée comme une lingua franca, qui dispose d'une merveilleuse littérature, qui permet d'essayer d'en acquérir les premiers rudiments en lisant les meilleurs auteurs. Malheureusement, c'est pas parce qu'on a un peu appris l'anglais qu'on parle le véritable anglais, mais enfin, c'est une place que personne ne conteste. Dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne, la langue anglaise occupe une place extrêmement prépondérante, même si, et c'est tout à fait intéressant à observer, la production
des textes, des normes dans l'Union européenne se fait véritablement de manière multilingue, c'est-à-dire que les projets de la Commission européenne sont traduits dans toutes les langues de l'Union européenne, et dès ce moment-là, eh bien, on s'intéresse à la manière dont il faut exprimer les choses dans les différentes langues, puisqu'à la fin, on arrivera à des textes qui seront dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et qui s'appliqueront dans différents pays. D'ailleurs assez compliqué, parce que le français, on ne le parle pas qu'en France, on le parle aussi en Belgique, on le parle dans une partie, dans beaucoup d'autres endroits de l'Union européenne. Et l'anglais joue évidemment un rôle assez important, parce que quel que soit ce rôle des différentes langues, on négocie tout de même à un moment sur un même texte. Et ce texte, en général, il est en anglais. Pas systématiquement, mais dans une part très prépondérante des cas. Alors là, les choses resteront telles quelles, puisqu'en effet, c'est un règlement de l'Union européenne qui fixe les langues officielles de l'Union européenne. L'anglais y figure. Alors, il y a plusieurs... D'abord, juridiquement, on pourrait très bien y mettre le chinois ou le swahili, rien ne l'interdit. Il se trouve que chaque pays de l'Union européenne a choisi une langue, et que les autres pays qui ont l'anglais comme langue officielle, c'est-à-dire la République d'Irlande, d'une part, et la République de Malte, d'autre part, qui utilisent l'anglais comme langue officielle, n'ont pas choisi l'anglais comme leur langue européenne, puisque la République d'Irlande a choisi le gaélique et que la République de Malte a choisi le maltais. Donc il y a des traducteurs en maltais, il y a des traducteurs... Bon, l'Irlande, c'est un peu particulier, ça coûte très cher. On est en phase de transition, mais elle est pratiquement terminée. À la fin de cette année, je crois, la langue irlandaise aura le même statut que les autres. Le maltais a aussi une période de transition, parce qu'il fallait former des interprètes. Et donc l'anglais n'est plus la langue officielle d'aucun des États membres, en tant que tel, comme langue européenne, mais cela n'empêche pas de le maintenir. Alors j'aurais tendance à penser, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres de cette table ronde, mais que l'anglais va continuer pour des raisons évidentes. C'est la langue qui est parlée par le plus grand nombre de fonctionnaires et de représentants des États membres aussi. À Bruxelles, il n'y a pas que des représentants de la Commission européenne, il y a aussi des représentants de tous les États membres, mais l'anglais est un peu la langue commune. Cela dit, ce qu'il faut dire, et là je pense que ce sont les Britanniques qui peuvent le dire le mieux que tout le monde, c'est que l'anglais de l'Union européenne n'est pas le même anglais que celui du Royaume-Uni. Et c'est une constatation d'ailleurs qui vaut pour beaucoup de langues. Vous vous souvenez peut-être que lorsque la France, dans les années 90, a modifié sa constitution, d'ailleurs contre l'anglais, pour inscrire après le drapeau, l'hymne, nous avons la Marseillaise, le drapeau bleu, blanc, rouge, etc., on a rajouté que nous utilisons le français. Parce que chacun savait, mais enfin, ça allait peut-être encore mieux en le disant. Et la question est d'importance. Aujourd'hui, on utilise cette disposition constitutionnelle non plus tellement contre l'anglais, ce qui nous fait que dans le métro, on a la traduction des annonces, non seulement en anglais, mais toujours en espagnol, en italien, en japonais. On n'a pas le droit de traduire uniquement en anglais. Aujourd'hui, c'est plutôt contre les langues régionales, d'ailleurs, qu'on utilise l'idée que la langue de la République est le français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on avait proposé une première révision constitutionnelle qui consistait à dire le français est la langue de la République. Et puis à ce moment-là, les Belges sont venus en disant « mais non, c'est aussi la langue du Royaume de Belgique ». Pour une partie, en tout cas. Les Suisses ont dit, mais le français est aussi une langue de la Confédération helvétique. Et alors on a modifié, et on n'a plus dit le français est la langue de la République, on dit la langue de la République et le français. Ce qui montre que le français est utilisé par plusieurs. Alors je pense que l'anglais, évidemment, on l'a rappelé, utilisé aussi au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans beaucoup d'autres endroits, et sa variété peut-être plus consciente pour les locuteurs britanniques, mais en même temps, il s'est enrichi, cet anglais, d'une nouvelle version qui est l'anglais de Bruxelles, ou l'espèce de globish peut-être un peu bruxellisé. Et donc je crois que oui, l'anglais va continuer de garder une place prépondérante. En tout cas, l'université franco-allemande recommande à tous ses étudiants, sans doute de parler français et de parler allemand, mais parler aussi anglais. Et nous leur disons, pour les Français, l'allemand c'est bien en plus de l'anglais, mais pas à la place de l'anglais. Ça vaut pour le français, pour les Allemands. Et je crois que l'anglais continuera à garder une place prédominante. Et puis d'ailleurs, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il ne pourra pas sortir de l'Europe. Par conséquent, nous aurons toujours des liens très, très nombreux. Alors écoutez, je crois que le temps a passé. Vous avez parlé de la pêche. Un petit peu plus tôt, vous avez parlé de l'omelette. Je pense que c'est l'heure du dîner qui s'est progressivement approchée et qu'il est temps de nous séparer pour aller dans les restaurants du quartier, pour aller prendre peut-être, je ne sais pas si Mme Dawson a prévu son fameux buffet, mais nous pourrons nous retourner et puis peut-être prolonger les questions que nous n'avons pas pu
prendre pour des raisons de temps directement et en plus petit comité autour de ce buffet et autour d'un verre. Merci en tout cas encore aux uns et aux autres d'avoir montré que l'Europe existe en la constituant avec des Allemands installés en Belgique, avec un sujet de sa gracieuse majesté qui a traversé la Manche pour nous rejoindre, avec des représentants des différentes régions françaises également. Et il n'y a pas que le Royaume-Uni qui soit composé de différentes régions. Et puis tout ça dans une langue qui était la langue française et qui n'est pas la langue de tout le monde ici. Merci encore d'avoir fait l'effort de parler dans notre langue. Très bonne soirée à tous et au public également.